Bonjour à toutes et à tous, je suis Damien Louvet et avec Romain Hugo, nous poursuivons notre série de podcasts intitulée Un mot peut en cacher un autre. Rappelez-vous, le premier volet de cette série était Égalité versus équité. Alors c'est parti. La frontière délimite un lieu où elle transforme les différences en complémentarité et leur fait partager un avenir commun. La communauté nie le lieu et regroupe ce qui se ressemble. La communauté reporte à sa périphérie les tensions que fait naître la concurrence de la trop forte ressemblance à son sein. La frontière est poreuse, elle régule et concentre à son niveau les frottements. Alors Romain, dans le précédent podcast que nous avons publié, nous avions étudié la frontière dans l'entreprise, tu t'en souviens. Je pense qu'il est intéressant d'élargir à d'autres thèmes car la frontière sévit bien ailleurs que dans l'entreprise. Est-ce que tu as des exemples de ça? Oui, alors dans la maison, la frontière, c'est la cloison. L'avènement de la société de consommation, après la Deuxième Guerre mondiale, a abattu la frontière entre le salon et la cuisine, les fameuses cuisines à l'américaine, c'est-à-dire ouvertes sur le salon, laissant libre accès au frigo quand on est devant la télé. Une sorte d'intersectionnalité de la société de consommation sans aucun obstacle, sans avoir à attendre la pub qui interrompt le film. On peut consommer à la fois l'émission de télévision et la production de l'industrie agroalimentaire. Alors, faut-il effacer toutes les frontières, et donc ici les cloisons, et réunir le salon avec la cuisine, la chambre, la salle de bain et les toilettes dans une même pièce? La fin des cloisons, dans la maison, n'est pas un vecteur de liberté de circulation, mais plutôt une introduction de l'industrie agroalimentaire et des loisirs dans le foyer. Ne plus avoir à pousser une porte revient à consommer davantage, peut-être au-delà du nécessaire. La suppression des cloisons développe le zapping, mais il y a plus grave. Alors c'est quoi plus grave Romain? Alors tout ce qui délimite, donc la frontière, la cloison, est aujourd'hui vécu comme une contrainte, une entrave, un obstacle. Il est question de tout aplanir. Mais une frontière, un obstacle, n'ont pas seulement pour fonction de séparer ou délimiter, mais peuvent également être des tremplins ou des appuis. La famille, par exemple. La famille est la première patrie à laquelle appartient un être humain. Puis viennent d'autres patries, s'emboîter comme des poupées russes. Le village, le quartier, l'école, le club de sport, la région, la ville, la nation ou la communauté de nations. Autant de nouveaux espaces, autant de nouveaux espaces de vie, d'écosystèmes, dont l'individu découvre les règles propres qui enrichissent les jeux et les protègent. Chaque espace est délimité par une frontière sur laquelle il va s'appuyer pour continuer sa pérégrination et son développement. Il restera riche de chaque espace et en conservera toujours une certaine spécificité. Oui Romain, mais qu'est-ce qui se passe pour celui qui n'a pas connu, et ils sont nombreux malheureusement, cette stabilité familiale? Alors l'homme qui n'a pas connu de famille stable a plus de difficultés à se construire et prendre sa place. Celui qui a évolué au sein de ces endroits clos, comme le club de sport, le groupe scout, l'équipe de foot ou de rugby, aura plus de cordes à son arc. La frontière le protège, le temps qu'éclosent les nécessaires qualités humaines pour passer à l'étape suivante. Un monde sans frontières, sans pays, sans nation ni famille, est ce qu'on pourrait appeler une illusion paradoxale. L'effacement des limites se réclame de la suppression des obstacles comme de plus grande facilité, comme une vertueuse ouverture, mais en réalité empêche tout appui, tout apprentissage, toute protection nécessaire à chaque étape et expose à tous les risques et à tous les drames. Alors on est très très loin du slogan de mai 68, jouir sans entrave, hein. Mais en quoi la frontière dans ce cas-là est-elle une vraie opportunité? Alors dans la famille par exemple, on apprend la différence. Différence avec la fratrie, la sœur, le frère, avec l'adulte. Et on apprend à composer avec ces différences dès lors qu'il y a un lien, un sincère et réel amour familial. Cette opportunité ne se retrouve pas dans les communautés homogènes. L'entre-soi où on s'assemble parce qu'on se ressemble, où on se rassure sur ses idées et peut-être ses préjugés. Est-ce que tu as d'autres exemples, Romain, de frontières Oui, alors, il y en a d'autres d'exemples de frontières. Alors on va prendre un autre domaine d'application de la frontière, le monde agricole. Alors dans les années 1960, les agriculteurs se voient contraints d'échanger leurs terres entre eux pour créer de vastes et contigus espaces permettant de faciliter le volume de production. On crée alors les SAFER, Sociétés d'aménagement foncier et établissement rural. Pour présider à ce travail, la première mission de ces SAFER a été de faire tomber les frontières entre les champs, frontières que sont les bosquets et les haies. Mais très vite, on va s'apercevoir que ces frontières étaient des protections pour de formidables écosystèmes utiles. Écosystèmes utiles qu'il a fallu alors remplacer par une utilisation accrue des pesticides.
Si on élargit ce propos au plan géopolitique, très à la mode aujourd'hui, quelles sont les conséquences, Romain, de l'abolition des frontières et l'avènement de ce qu'on appelle maintenant depuis plusieurs années avec la mondialisation, le village global, le village mondial? Alors, la nature ayant horreur du vide, l'abolition de la frontière ouvre la voie à d'autres formes d'organisation. L'essor du communautarisme ne tient pas simplement dans un flux significatif et permanent d'apport de nouvelles populations, mais également dans l'absence d'organisation ou de transition de ces flux, l'absence d'interaction individuelle. Alors cela débouche sur un report à la périphérie de la communauté ainsi créée, des inévitables interactions, et celles-ci deviennent violentes, parce que les différences n'ont pas été apprises, ne sont pas comprises, elles n'ont pas été éduquées, et il y a une absence totale de liens et de biens communs. Alors, ce qui transforme l'échange très rapidement en une simple et violente concurrence sur un même lieu. Alors la disparition des frontières favorise le développement des communautés. Les communautés n'ayant pas appris à se reconnaître et partager un avenir commun se font concurrence puis se font la guerre. Supprimer les frontières et leur dimension protectrice et pédagogique revient à remplacer la nation par la communauté et peut-être la paix par la guerre. Alors c'est fort ce que tu dis, Romain, là. Est-ce qu'on en est vraiment là? Alors, pour éviter la guerre, il faut comprendre. Peut-être n'avons-nous pas bien compris le message biblique sur lequel on s'appuie aujourd'hui pour promouvoir une vertueuse ouverture vers l'autre, transposition laïque de la charité chrétienne. Mais est-ce bien chrétien cela quand on confronte à l'épisode de la tour de Babel dans la Bible? Alors avant de parler de la tour de Babel, un court rappel. La nation prend la forme qu'on lui connaît à la fin du XVIIIe siècle avec l'indépendance des États-Unis et au début du XIXe après la Révolution française. Sans doute d'ailleurs préparée par la centralisation de la monarchie absolue avec Henri IV, le roi protestant à qui on arrête cette fameuse phrase « Paris vaut bien une messe ». L'adoption d'une langue commune aussi y a contribué, Villers-Cotterêts de 1539. Le peuple n'appartient plus à un souverain, mais à une terre, à une culture, à une langue. Mais les guerres du XXe siècle, mai 68 en France, aidées par la mondialisation heureuse du commerce, vont remettre en cause cette nouvelle forme d'appartenance pour aboutir au village mondial aujourd'hui chéri par les élites. Les frontières sont considérées comme des obstacles inutiles, la nation semble désuète, elle est moquée et les souverainistes et les autres patriotes sont décriés comme réactionnaires. Cet événement de l'universel, d'une humanité enfin réunie et d'une certaine façon d'un homme nouveau abouti, libéré de ses errances, rappelle la tour de Babel que Dieu, selon la Bible, a détruite. Mais pour quelle raison un peu étrange d'ailleurs cette tour a-t-elle été détruite, Romain? Alors la réponse est très importante, puisque ce projet de tour ressemble un petit peu à ce que promeut et promet la mondialisation aujourd'hui. Alors, dans le premier livre de la Bible, qui est la Genèse, où on parle de la tour de Babel, Dieu met un terme à ce projet humain de se réunir en une seule nation et une seule langue et un seul lieu. C'était la tour de Babel. Dieu semble vouloir que les hommes se répandent sur toute la terre et cultivent leurs différences. Mais est-ce qu'on n'est pas là, face à une contradiction dans le christianisme, entre la tour de Babel et l'amour du prochain? Alors, le paradoxe du christianisme est qu'il se veut universel, c'est là que je vois le paradoxe, mais s'oppose à un gouvernement mondial si on en juge l'épisode de la tour de Babel. De surcroît, le chrétien est censé contribuer honnêtement à la vie sociale et économique du lieu où il se trouve, de la nation dans laquelle il est. Le paradoxe est dans l'apparente contradiction entre universel et diversité. Universel et diversité. La pensée mondialiste et transhumaniste de notre époque sous-entend que l'homme est perfectible et qu'il tend vers une plénitude ou une perfection individuelle de nature à le rendre omnipotent, pensée qui se marie difficilement avec l'injonction d'accepter et justifier toute différence. Car au terme de sa construction, l'homme parfait, unitaire, sera une consolidation de tous les talents, l'être complet et parfait, tout puissant. Qu'en dit le christianisme, Romain? Alors, à contrario, dans le christianisme, l'homme ne peut atteindre seul la plénitude et la perfection, il est nécessairement le maillon d'une chaîne et se réalise nécessairement dans l'association au sein d'une organisation mélangeant les compétences et les talents. Alors, on avait déjà parlé de ce concept d'église illustré par le corps quand nous avons abordé la frontière sous l'angle de l'entreprise. Dans ces textes fondateurs de notre civilisation occidentale, il faut sans doute voir une opposition entre une volonté de se construire et de s'affranchir des autres, là où la volonté divine, chrétienne en tout cas, était la création d'une humanité atteignant la perfection par sa diversité, par sa complémentarité et son union.
On revient à l'amour du prochain, sous-entendant une forte indépendance. Et cette interdépendance ne peut se limiter à la position d'un Jacques Attali, justifiant l'immigration par l'armée de livreurs de repas, ou l'actuel président du MEDEF qui, comme au premier temps de l'industrialisation, appelle à une main-d'œuvre peu qualifiée, nombreuse, immigrée, bien disposée au labeur pour le fonctionnement des entreprises. La vertueuse ouverture que l'on voit là a principalement comme bénéfice des bénéfices très matériels et financiers. On en revient donc d'une certaine façon, je suis provocateur bien sûr, à la difficulté de mettre un terme à l'esclavage. Beaucoup devaient être sincèrement d'accord à l'époque sur l'abolition de l'esclavage, mais invoquer sans doute la question économique. On ne peut pas s'en passer. On passe ainsi d'un charitable accueil de l'étranger à une mise en coupe réglée par l'industrie pour une individualisation des bénéfices et une mutualisation des coûts. Les coûts, le logement, l'éducation, la famille, qui revient à l'État. Il n'est pas certain que les chantres de l'ouverture des frontières soient tous animés d'altruisme. Oui, en fait, à t'entendre Romain, on comprend que ces derniers, les chantres de l'ouverture, n'ont fait que s'accaparer le sujet de la frontière, finalement pour servir quoi? Pour servir à leurs seuls intérêts et rêves. Oui, d'une certaine façon, la pensée mondialiste a rêvé d'unir les hommes en un village mondial. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais elle a commis 3 erreurs majeures. Alors la première est de vouloir supprimer les frontières, ce qui a développé les communautés. La seconde a été de moraliser les idées et imposer comme acceptable une seule façon de voir, ce qui a développé les fractures et remplacé la confrontation des idées par l'affrontement des hommes. Puis la troisième erreur a été de justifier les moyens par la fin entendue, ce qui a créé des effets secondaires inattendus. Supprimer les frontières développe les communautés, supprimer les silos développe les réseaux d'influence, supprimer la différence développe la violence. Quand la fin justifie les moyens mènent à une toute autre fin. Merci Romain. On arrive au terme de notre 3e podcast, Frontières versus Communauté. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à prendre la parole pour partager, comme à chaque fois, vos avis, vos convictions, vos oppositions. On y répondra avec plaisir, bien évidemment. Nous vous donnons rendez-vous dans les prochaines semaines pour un 3e épisode de notre série « Un mot peut en cacher un autre ». À bientôt Romain. À bientôt.